Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose un chapitre essentiel des essais, au chapitre 1 du livre 8, qui s'intitule « De l'oisiveté ». C'est un chapitre très très court et beaucoup de commentateurs y voient l'explication, la raison pour laquelle Montaigne a écrit les essais. À 38 ans, il a prévu donc d'arrêter sa vie publique de magistrat à Bordeaux suite à un refus. Il avait postulé à un autre poste important et il a été refusé. À la suite de quoi, il décide d'arrêter sa carrière de magistrat et de vivre des rentes que lui a laissées son père, qui est décédé 2 ans auparavant. Donc, il décide de profiter de la liberté, du repos et des loisirs, mais il se met à faire des cauchemars et donc il décide d'ordonner un petit peu ses pensées. Alors, je vous propose ici la lecture sublime de Michel Piccoli. Cette lecture commence à « Dernièrement que je me retirais chez moi », c'est-à-dire à la seconde partie de l'essai. C'est aussi cette seconde partie qu'explique Antoine Compagnon dans l'extrait de cours du Collège de France que je vous propose d'écouter à la suite de la lecture de Michel Piccoli et qu'il explique également dans un chapitre de son petit livre absolument fabuleux, Un été avec Montaigne. Cependant, je tiens à préciser que l'universitaire Bernard Sèvres, qui est donc un grand commentateur de Montaigne, dans son grand livre, qui est un ouvrage de référence, Des règles pour l'esprit de 2007, il récuse le fait de ne s'intéresser qu'à la seconde partie. Je cite : « Ce texte est souvent lu comme une confession ou une confidence. Comment Montaigne, se retirant dans son château pour jouir paisiblement de son esprit, le découvre plein de monstres et de folie et décide d'écrire pour dominer ces monstres et ces folies. Mettre ainsi l'accent sur la deuxième partie du texte. Dernièrement que je me retirais chez moi. C'est reléguer la première au rang d'introduction rhétorique dont on soulignera ce qu'elle doit peut-être aux diverses leçons de Pierre Messy et certainement aux préceptes de mariage de Plutarque. Une lecture inverse, fidèle à l'ordre du texte, modifie le sens communément attribué à ce chapitre. La première partie énonce une thèse générale sur l'esprit, que la seconde illustre et confirme par le cas épistémologiquement privilégié de l'auteur lui-même. D'une confidence de Michel de Montaigne, écrivain, on passe à une thèse philosophique de Montaigne, philosophe. » Fin de citation. Voilà, c'est dans Des règles pour l'esprit de Michel Sèvres, Dompter le cheval échappé, pages 27 à 41. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne découverte de Michel Piccoli et d'Antoine Compagnon. À très bientôt. Chapitre 8. De l'oisiveté. Dernièrement que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer un repos et à part le peu qui me reste de vie, il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et se rasseoir en soi,
ce que j'espérais qu'il peut à présent faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. Mais je trouve qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même qu'il ne prenait pour autrui. Il enfante tant de chimères et de monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé d'en faire la liste, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Ouais, Montaigne fait donc allusion à sa retraite de 1571, l'inscription latine qu'il a fait apposer à ce moment-là dans sa librairie, à la Tour et dans la bibliothèque, où il disait qu'il entendait se consacrer à la liberté, la tranquillité au loisir. Libertas, tranquillitas, otium. Ce sont les termes qu'on trouve ici. Le repos, la tranquillité, l'oisiveté, otium, qui est donc à entendre évidemment dans un sens très positif, et non comme nous avons tendance à entendre l'oisiveté aujourd'hui. Il parle donc de la décision, de la délibération qui l'a amené à se retirer, et c'est conformément à une opposition tout à fait classique, antique, entre la vie publique et la retraite, suivant ces termes, negotium et otium. Le négoce, negotium, la vie publique, otium, la vie privée, la retraite. Et Montaigne s'exprime donc tout à fait conformément à cette distinction cicéronienne, par exemple, où dans le négoce, dans les affaires, on ne trouve pas le moyen de se réaliser soi-même, alors qu'en revanche, c'est la solitude, la retraite, la vie contemplative, qui permettra de se connaître et d'être véritablement. On peut penser à un chapitre qui précède de peu celui-ci, « À demain les affaires », chapitre 2-4, pardon, c'est dans le livre 2 et non dans le livre 1, pour comprendre ce qu'il appelle ici ce projet de s'entretenir soi-même, d'autonomie, d'entretien de soi à soi. Et tous les termes sont importants dans cette description. Il y a cette idée de l'arrêt, du repos, du poids, de la pesanteur. Il y a un terme qui est absent ici, je l'introduis parce que c'est celui que Montaigne emploie le plus souvent lorsqu'il parle de cette retraite et de la position qu'elle doit lui permettre d'atteindre. Ce terme, c'est celui d'assiette. Il n'est pas là, mais il est en somme très proche de toute cette configuration thématique. Il est très fréquent sous la plume de Montaigne. Chercher son assiette dans un monde qui est en branle, dans un monde qui est celui de l'agitation. C'est cette opposition qu'on trouve très souvent, donc, entre l'assiette d'un côté, de l'autre côté, le branle ou l'agitation. Par exemple, dans l'apologie de Raymond Sebond, c'est un thème très très fréquent. La plus sûre assiette de notre entendement, et la plus heureuse, ce serait celle-là où il se maintiendrait rassis, droit, inflexible, sans branle et sans agitation. Et puis dans la citation de l'oisiveté, il y a encore un élément sur lequel je voudrais insister, sur lequel on aura l'occasion de revenir en essayant de comprendre un peu mieux la subjectivité ou la subjectivation qui a lieu dans les essais. C'est cette référence à l'esprit, mon esprit, faire faveur, il me semblait ne pouvoir
faire plus grande faveur à mon esprit. Mon esprit comme une instance psychique différente de la première personne, je ou moi. Montaigne décrit ici une sorte de jeu, oui, entre la première personne, je ou moi, et l'esprit qui est considéré un peu comme une troisième personne, comme un personnage sur un petit théâtre psychique. J'espérais qu'il peut, mais oui, faire plus aisément. Et dans ce petit chapitre de l'oisiveté, comme dans beaucoup d'autres, il y a un troisième personnage, c'est l'imagination. L'imagination qui produit les chimères et les fantasmes, les monstres, qu'il s'agit de domestiquer par l'écriture. Il y a donc une sorte de combat, de psychomachie, entre l'esprit et l'imagination, que la première personne, ce je ou ce moi, essaye d'arbitrer, d'organiser. Le je, ça serait un peu la volonté, l'intention qui organise ou qui contrôle ce combat de l'esprit et de l'imagination. Et on verra ça assez souvent, ce jeu avec au moins ces trois instances. L'esprit, l'imagination et le moi. Ce moi qui est nouveau dans les essais de Montaigne. Mais je trouve, variam semper dant otia mentem, l'oisiveté rend toujours l'esprit inconscient, que au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfant tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé à les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Vous voyez pourquoi je parlais de cette sorte de combat, le petit théâtre avec les différentes instances psychiques, où il s'agit de faire la leçon, faire honte à l'esprit, en rédigeant, en enregistrant ses fantasmes. Bon, c'est un passage bien connu, c'est quand même la première justification des essais comme écriture de vie, suivant le titre de ce cours, qu'on peut trouver dans le livre, et c'est pourquoi je terminais la semaine passée en signalant cette variante très intéressante à propos de la carrière, de cet esprit qui se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même, et en vous montrant je ne sais plus si je vous l'ai montré, dans les différentes éditions, que ici dans l'exemplaire de Bordeaux, on a bien, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même, mais dans l'édition posthume de 1595, il se donne 100 fois plus de carrière à soi-même. Et cette carrière, disais-je, je crois pour finir, la semaine passée, eh bien, c'est la carrière de l'équitation, encore, c'est la carrière du cheval échappé, c'est encore la carrière de l'assiette. On est donc toujours dans ce registre métaphorique. La carrière, c'est le champ de course. On peut peut-être aussi signaler en passant que tout ce jeu de l'assiette et du repos de l'esprit, on le retrouvera chez Pascal, qui reprendra ce terme d'assiette à Montaigne, mais peut-être de manière plus éloignée du registre de l'équitation. Enfin, vous le voyez, dans ce petit passage, il s'agit donc de l'osium, du loisir studieux de l'Antiquité, du loisir lettré, suivant le modèle cicéronien, Cicéron qui disait dans le De Oratore que
passait, en ce temps-là, on pouvait passer ses jours vel in negotio sine periculo, vel in otio cum dignitate, ou dans les affaires sans danger, ou dans le repos avec dignité. C'est l'alternative cicéronienne, les affaires sans danger, le repos avec dignité. Chez Montaigne, les temps ont changé et le loisir est en train de devenir l'oisiveté, au sens de plus en plus négatif, justement. À la Renaissance, quand on se réalise désormais de plus en plus dans le négoce, quand la dignité n'est plus dans l'otium, mais dans le négotium. Et la leçon sera très fermement entendue par Montaigne dans le livre 3, ce changement de rapport de l'otium et du négotium, c'est dans le chapitre de ménager sa volonté, chapitre 3.10, bien entendu, où Montaigne écrit « Voyez les gens appris, habitués à se laisser emporter et saisir, ils le font partout, aux petites choses comme aux grandes, à ceux qui ne les touchent point comme à ceux qui les touchent, ils s'ingèrent indifféremment où il y a de la besogne et de l'obligation, et sont sans vie quand ils sont sans agitation tumultuaire. » Toujours cette agitation qui est pour Montaigne ce qui est à conjurer par la retraite ou par l'écriture. Tumultuaire, pleine de troubles. In negoti sunt negoti causa. Il ne cherche la besogne que pour embesognement. Montaigne traduisant cette sentence de Sénèque. Ce n'est pas qu'ils veuillent aller, tant comme c'est qu'ils ne peuvent tenir, ne plus ni moins qu'une pierre ébranlée en sa chute qui ne s'arrête jusqu'à temps qu'elle se couche. L'occupation est à certaines manières de gens marque de suffisance et de dignité. Donc la dignité, elle passe du côté de l'occupation, alors que Cicéron nous rappelait cet idéal du loisir dans la dignité, du repos avec dignité. Leur esprit cherche son repos au branle comme les enfants au berceau. Et ça nous montre bien que ce qui est toujours l'objet de cette quête de Montaigne, c'est cet équilibre du repos et du branle. Tout bouge tout le temps dans les essais. Tout bouge, comme au début du chapitre du repentir, mais dans ce mouvement permanent, il s'agit de trouver un relatif équilibre, ce qu'il appelle donc l'assiette. Et tout au bout des essais, c'est vraiment dans les toutes dernières pages d'une addition tardive du chapitre de l'expérience, on trouve encore ceci, c'est un passage connu, nous sommes de grands folles, il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous, je n'ai rien fait aujourd'hui, quoi avez-vous pas vécu? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Et vous voyez qu'il y a toujours cette dialectique de l'oisiveté et de l'occupation, et avec la quête de ce juste équilibre qui peut donc être atteint, et c'est ce qu'on trouve dans cette première justification de l'écriture, dans De l'oisiveté, par l'écriture, par le registre, par l'enregistrement des chimères auxquelles donne lieu la solitude. Je crois que je l'évoquais la semaine passée rapidement, c'est-à-dire la mélancolie. Montaigne comme mélancolique, c'est cette mélancolie qui produit les fantasmes et les monstres. Ainsi, la
notation, ce qu'il appelle dans ce chapitre la mise en rôle, l'enregistrement des fantaisies et des fantasmes, c'est le chemin vers l'otium cum dignitate, le repos dans la dignité. C'est la discipline de l'esprit comme ascèse contre la mélancolie, contre le démon de midi. Alors, est-ce que c'est une découverte? Est-ce que c'est un élément nouveau chez Montaigne que ce rôle attribué à l'écriture dans la retraite? La retraite doit être accompagnée d'écriture pour être féconde et menée à la tranquillité plutôt qu'à l'agitation tumultuaire. Non, chez Cicéron, chez Sénèque, il était déjà question d'écriture, mais il était question d'écriture de lettres. C'était les lettres qui jouaient ce rôle, les lettres familières. La correspondance permettait de méditer sur ce qui avait lieu dans la solitude. Les essais se substituent aux lettres que Montaigne ne pouvait pas envoyer, faute de disposer du correspondant idéal à qui il les aurait adressés.